The Global Blackout, la coupure électrique mondiale, vidéo numéro 22, jour 248 au jour 259. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste illustratrice Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Livre de Avenir, La guerre des vieux. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 248. Réunion collective au travail. J'ai décollé très tôt du domicile familial. Après 2 coupures électriques, encore traumatisés, nous étions devenus méfiants des personnes que nous pouvions rencontrer. Ce que j'appréhendais le plus, c'est de croiser le regard de mon responsable. Ce dernier allait-il se douter que j'étais au courant de quelque chose, au point de déserter mon travail la veille de la 2e coupure électrique ? Quand je suis arrivé, nous avons tous été conviés à la salle de réunion. Une personne était assise, elle regardait des dossiers en attendant que nous soyons tous présents dans cette pièce exiguë. Dieu sait que je ne supportais plus de me retrouver dans une petite pièce avec du monde. J'avais l'impression d'attendre mon tour à l'abattoir. Un peu paranoïaque sur les bords, j'ai imaginé plusieurs possibilités en voyant cette femme. C'était peut-être un membre du gouvernement, du service de la justice ou de la sécurité nationale venu m'arrêter. Je faisais partie des personnes ayant commis des actes ignobles, j'avais du sang sur les mains. La rigidité apparente de cette femme à lunettes d'une 50aine d'années, vêtue tout de noir, faisait plus penser à la faucheuse qu'à une psychologue. Elle est tout de suite entrée dans le vif du sujet. Elle nous a annoncé la mort de 2 personnes dans notre entreprise à cause de la 2e coupure électrique. Mon chef de service en faisait partie. Elle nous a proposé de nous rencontrer chacun notre tour. Pourquoi ne pas avoir proposé ce genre de prestation de suivi psychologique à la fin du premier blackout ? J'avais déjà perdu des collègues à cette période. Personne n'a bronché. Cela allait mettre plusieurs jours. Nous voyions certains sortir de leur entretien la larme à l'œil ou même dans un état second. Je sentais que beaucoup ne voulaient pas se confier. C'était mon cas. Je passais le 3e jour. Jour 250. Mon tour. Elle était encore en retard. Cela faisait 1 heure que j'aurais dû passer. L'angoisse s'empara de moi. Même un entretien d'embauche était ridicule à côté de cet entretien en compagnie de cette sombre femme. Quand j'ai enfin pénétré dans la salle de réunion, elle me dévisageait. Elle me demanda de m'installer. Elle commença à me poser une question ouverte, ou du moins à me proposer de prendre la parole via un « Je vous écoute ». C'était comme si j'avais peur qu'elle puisse lire dans mes pensées. J'étais tout blanc et mal à l'aise. J'ai eu du mal à la regarder dans les yeux. J'ai joué au jeu du silence, je n'ai rien dit. Je suis resté devant elle un moment indéterminable, sans lâcher un seul mot. Elle a fini par me demander si j'avais quelque chose à lui faire part, si je voulais me confier. Elle m'a parlé de son code de déontologie et du secret professionnel. J'ai fini par ouvrir la bouche en gloussant. J'ai aligné les mots en indiquant que nous avons, pour beaucoup, connu une période difficile, que nous avons tous eu peur pour nos vies, que nous avons perdu des voisins, des collègues, et que je suis très triste. Par chance, ma famille est toujours à mes côtés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai aussi fini mon discours, en précisant que malgré tout, il fallait maintenant aller de l'avant, reconstruire notre pays, et je me suis tu. Elle m'a demandé si j'avais autre chose à ajouter. J'ai répondu par la négative. Je n'avais qu'une envie, quitter cette grande salle que je m'étais mis à détester. Voyant que je n'avais plus rien à lui confier, j'ai pu quitter le bureau. Toutefois, avant de sortir, elle m'a délivré sa carte de visite. Je l'ai mise dans ma main, j'ai pris quelques secondes pour la regarder, forme de politesse. Et je suis sorti avec le sourire, non pas parce que je m'étais confié, mais parce que j'avais fini ce que je considérais comme un interrogatoire. Plus de peur que de mal. Je pensais subir un supplice et même une dénonciation de la part de mon responsable liée à mon absence la veille de la 2e coupure d'électricité. En fait, c'est une psychologue qui avait fait le travail de torture. Ce face-à-face aurait pu me déstabiliser tant cette personne avait tendance à mettre les individus mal à l'aise. Jour 253. De sortie. Enfin, en week-end. Même si j'étais seul, j'ai décidé de profiter de ce samedi soir pour me détendre, me changer les idées et aller au contact des riverains. J'ai tenté un restaurant italien. Le service était catastrophique et les serveurs pensaient plus à plaisanter entre eux plutôt que de faire leur travail. C'est comme si rien n'avait changé, comme si ces coupures électriques n'avaient jamais existé. Le temps est tout de même passé rapidement. J'ai profité de la lenteur du service pour observer les clients. J'avais l'impression qu'il n'y avait que ma famille et moi qui avions vu ou vécu des atrocités pendant ces longs mois. Pas grand-chose à l'affiche au cinéma. J'ai été voir une comédie. Nous étions 3 dans la salle. Le couple qui était au fond de la salle a plus choisi ce film pour se retrouver seul plutôt que pour voir ce film.
Il faut croire que les films d'horreur à l'affiche et les films d'action avaient plus de succès. J'étais sûrement une des rares personnes à savoir ce qu'il s'était réellement passé. Fallait-il prévenir le reste de la population de la vérité? Ou plutôt, est-ce que ce serait plus judicieux de ne rien dévoiler? Est-ce que cette situation allait se reproduire? Étais-je la seule personne à me poser ce genre de questions? Quoi qu'il en soit, il fallait que je laisse une trace écrite aux générations futures. Moi aussi, ma mission n'était pas encore terminée. Il faudra juste que je vise un journal, voire plusieurs médias, laisser un exemplaire anonyme dans leur boîte à lettres en espérant que mes écrits ne soient pas pris pour de la publicité et qu'ils finissent à la poubelle. Je devais être certain qu'aucun indice ne pourrait mettre en péril la vie de ma famille. Aucun nom, lieu précis, ne doit être indiqué, car si ce livre finit entre les mains des autorités, ils voudront connaître l'identité de la personne qui a rédigé ces mémoires. Tout a été fait avec soin. Je l'espère. Jour 256. Appel codé. Ma mère nous a appelés tous les trois en nous faisant comprendre qu'il fallait que nous rentrions à la maison. Je suis arrivé le soir même à 21h. Le petit frère est arrivé un peu avant moi et mon autre frère, comme à son habitude, est arrivé plus tard. Ma mère nous a montré un courrier. C'est l'explorateur qui souhaitait que nous venions le rejoindre à proximité de la zone 55. Il proposait de les rejoindre le jeudi soir afin de nous montrer leur projet en cours. L'adresse d'une ferme y était indiquée. Nous savions que nous devions prendre quelques précautions. Laisser nos téléphones à nos domiciles, vérifier que nous n'étions pas suivis, se rendre au lieu de rendez-vous en faisant le moins de bruit possible, garer nos véhicules à une distance suffisante pour ne pas dévoiler le lieu de rencontre à quiconque, et même à des éventuels voisins un peu trop curieux. Nous espérions que les deux hommes n'allaient pas nous annoncer une autre coupure électrique ou quelque chose de plus dramatique. Jour 258. Enfin, quelques explications. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, l'explorateur est tout de suite entré dans le vif du sujet, ne prenant même pas le temps de nous faire visiter le corps de ferme. Nous étions à environ 2 km de la limite de la zone rouge. La machine devait se trouver à encore 1 km de la limite. L'aventurier nous a présenté une vidéo. Sur celle-ci, on pouvait distinguer la machine. Il leur a été impossible de filmer le cube pendant toute la période de la coupure électrique, liée au manque d'électricité, et aux fortes ondes que le cube avait dégagées afin de dévier la météorite. Le site avait fortement changé. Bien qu'étant bien sécurisé de par sa proximité avec une prison, des murs et des barbelés venaient entourer ce que j'appelle le cube. De plus, des gardes étaient présents pour ajouter une sécurité supplémentaire à ces murs infranchissables. La hauteur des fortifications était impressionnante. Il n'y avait pas un pan de mur à passer, mais deux. Celui qui voulait juste apercevoir la machine pouvait tenter de le faire, mais au péril de sa vie. Nous étions donc face à un site ultra sécurisé. Je ne sais pas qui avait pris le risque de se rapprocher aussi près de la machine, mais on pouvait voir des hommes portant une blouse blanche s'affairer autour de la machine. Le géant, qui n'avait pas manqué de me prendre dans ses bras et de me serrer un peu trop fort contre lui, pour me saluer, prit part à la discussion. D'après lui, les scientifiques présents sur le site avaient pour but d'étudier la machine. Avant même qu'il ne poursuive, je lui ai demandé qui avait pris le risque d'entrer sur le site. Il a indiqué que c'était lui. Le contraire m'aurait étonné. Il a continué en nous indiquant que le cube pouvait être utilisé à de mauvaises fins si ces scientifiques comprenaient l'exactitude du fonctionnement de ce cube. Il nous a parlé de la résonance de Schumann. D'après ce que j'ai pu comprendre, une résonance entre 6 et 8 Hz pouvait avoir des répercussions sur le comportement humain. C'est ce qui s'est passé à chaque démarrage des cubes ou même lors de leur connexion à la Terre. La faune fuit la zone et le sentiment ressenti par l'humain au moment de la mise en marche des cubes est décuplé. C'est pour cette raison que certains étaient plus apeurés, agressifs et même suicidaires que d'habitude. Notre agressivité, nos actes et ceux des autres étaient donc sûrement liés à la deuxième coupure localisée. Si ce cube est réglé sur une certaine fréquence, nous deviendrons encore plus moutons que nous le sommes. Le cerveau pouvait être manipulé. Il fallait donc détruire la machine. Mais comment ? Le géant nous a indiqué être dans la capacité de rendre la machine inaccessible, intouchable pour le moment. L'idéal serait de provoquer un renversement par le bas pour que la machine s'autodétruise. La très grande majorité des machines ont été renversées, terrassées via du cordage et ou des planches. Il y avait une solution beaucoup plus simple. Le dessous du cube. Mes frères et moi, nous nous sommes questionnés. Comment voulait-il procéder ? Comment s'approcher du cube sans attirer l'attention et la foudre des brassards rouges encore plus nombreux et armés? Il nous a demandé de le suivre.
Nous nous sommes exécutés pendant que l'explorateur fermait le pas. Pas très rassurés, nous sommes arrivés devant un trou, sorte d'ancienne mine de charbon. De cette cavité, des personnes y entraient et y sortaient. On pouvait différencier ceux qui revenaient de ce trou car ils étaient couverts de suie. Le géant nous a dit qu'ils étaient maintenant à moins de 200 mètres de la machine et que si tout se passait bien, ils auraient fini sous maximum 3 semaines. Un de mes frères a demandé quelle pourrait être notre utilité, mis à part aider ces gens à creuser un trou. Il a aussi demandé qui étaient toutes ces personnes. Le géant nous a encore montré ses dents. Il nous a amenés à l'écart. Ces personnes, pour la plupart, appartiennent à une secte. Elles sont prêtes à se sacrifier pour que l'espèce humaine ne disparaisse pas du globe. Il a précisé que sans eux, il ne parviendrait pas à atteindre la machine par le dessous. Il faut croire que la fabrication d'explosifs était un problème mineur par rapport au fait de creuser un trou jusqu'au cube. La montre de l'explorateur s'est mise à sonner. Quand j'ai entendu ce dernier dire que c'était l'heure de la prière, nous avons instantanément compris qu'il ne plaisantait pas, et surtout qu'il était devenu le gourou de ce rassemblement d'ouvriers. Il y avait une majorité d'hommes et quelques femmes. Aucun de mes frères, pas même moi, nous voulions voir l'avancée des travaux. Notre curiosité avait des limites. Malgré l'insistance du géant, nous n'avons pas voulu entrer dans cette cavité. Je ne sais même pas comment le géant arrivait à entrer dans ce minuscule trou qui donnait l'impression de rétrécir au fur et à mesure que les personnes pénétraient dedans. En attendant, ça fourmillait de partout. Ils étaient très organisés. Certains étaient chargés de creuser pendant que d'autres évacuaient les cailloux, la terre. Impossible de compter le nombre de personnes à la tâche. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne nous avaient pas conviés pour nous demander d'aider ces fanatiques. En effet, notre mission était tout autre. Il nous a été demandé de faire circuler des informations via les réseaux sociaux et de faire courir des bruits sur la zone 55 afin d'attirer l'attention et ralentir l'avancée des recherches sur le cube 1. D'après eux, d'autres scientifiques d'autres pays envisageaient de venir sur la zone 55 ces prochains jours. J'ai pensé que c'était trop risqué pour nous. Les brassards rouges avaient retrouvé une ingénieure en informatique, donc nous retrouver serait pour eux d'une facilité déconcertante. J'ai proposé de plutôt réaliser des tracts et de les laisser traîner dans chaque photocopieuse. Il était même préférable pour eux de monter une équipe et d'envoyer des informations aux journalistes plutôt que de passer par les réseaux sociaux. Grâce à mon expérience en journalisme, j'ai donné des pistes pour transférer des informations et surtout pour que le bruit circule plus rapidement. Nous avons ensuite rédigé ensemble un courrier qui serait diffusé le plus possible et qui impacterait le maximum de monde. L'explorateur a eu l'idée de parler d'un vaisseau extraterrestre présent sur la zone 55. Ce genre d'information attirerait beaucoup de curieux, les sectes, les journalistes et bien d'autres encore. Nous nous sommes concentrés sur notre récit et ensuite, nous avons relu notre note. Elle allait faire mouche. Plus c'était exagéré, plus les personnes y croiraient, et plus des individus iraient sur ce site pour tenter de voir quelque chose. Nous avons refusé de prendre le risque de diffuser la fausse information en direct. Nous risquions trop gros. Le géant et l'explorateur nous ont promis de nous prévenir le jour où ils passeraient à l'action. Ils savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance. Mon livre n'était donc pas encore finalisé. Je devais tout de même faire attention qu'il ne tombe pas entre les mains de qui que ce soit, tant que je n'aurai pas fini de le rédiger, et tant que les deux hommes n'auront pas détruit cette dernière machine. Jour 259. Réveil difficile. Nous sommes tous retournés à nos logements respectifs durant la nuit. Pour moi, le réveil fut difficile. Certains de mes collègues ont remarqué que ma nuit avait été courte. Difficile de ne pas s'endormir lors d'une réunion de travail. Pendant que je somnolais, je me demandais combien de temps allait mettre notre information bidon, faussée, erronée, pour passer à la télé ou sur les réseaux sociaux. Je crois que pour une fois, je faisais comme beaucoup, je regardais les informations sur mon téléphone à l'affût de la moindre indication sur la zone 55. C'est la fin de cette vidéo numéro 22. Pour vous, que mijote le Titan? Est-ce qu'il se sert de l'explorateur, de la vulnérabilité des gens pour arriver à ses fins? Quid des trois frères? Vont-ils prendre le risque d'aider le géant à détruire le cube 1? Est-ce que ces machines qui étaient censées nous délivrer de l'électricité gratuite et nous protéger d'une météorite jouent aussi sur nos humeurs? Les gouvernements auraient-ils cette idée machiavélique d'étudier ce cube 1 pour essayer de manipuler la population à distance? Le prochain épisode, l'épisode 23, ira du jour 263, édition spéciale, au jour 272, J-1. Je profite de ce moment afin de vous annoncer qu'après TGBO, il y aura la venue d'un nouveau livre audio rédigé par mes soins. La guerre des vieux,
En attendant, partagez ce contenu très riche en informations avec vos proches, vos amis, votre famille, et je vous dis à bientôt.